On leur en demande toujours plus et elles s'y intéressent davantage. Les enjeux sociaux et environnementaux sont au cœur des préoccupations des entreprises de propreté. La RSE s'intègre à tous les niveaux de leur organisation. Ce n'est plus qu'une simple question de différenciation, mais bien un engagement réel qui passe par une stratégie plus responsable. Alors comment tendre vers des prestations plus durables? Comment optimiser ses achats et ses méthodes? Quelle organisation choisir? Et comment les fabricants de produits et de matériel peuvent-ils les accompagner? Tout de suite, nous allons répondre à ces questions avec nos 3 invités. Autour de la table avec moi, Muriel Duguet, bonjour. Bonjour. Vous occupez le poste de directrice de la transition environnementale au sein du groupe Honnête. Tout à fait. Bonjour Pierre-Alain Lamagne, vous êtes directeur du développement d'Airain Industrie, entreprise française spécialisée dans la détergence et la désinfection. Bonjour Séverine, bonjour à tous. Et Philippe Beaucourt, bonjour, vous êtes responsable formation France pour Numatic, fabricant de matériel de nettoyage. C'est ça, bonjour à tous. Alors Muriel Duguet, Honnête est engagé dans une politique RSE depuis sa création. Vous en êtes où aujourd'hui? Effectivement, on est engagé depuis 2002, date à laquelle on a formalisé notre première politique, présent pour le futur. Et aujourd'hui, après 20 ans, on est engagé dans une trajectoire de décarbonation. Donc l'enjeu, c'est de décarboner nos activités sur l'ensemble de nos scopes, 1, 2, 3, donc sur l'électricité, le gaz, le carburant, les déplacements domicile-travail, mais également les achats. Donc, on va réduire de moins 42% nos émissions carburant d'ici 2030 par rapport à 2022 et de moins 25% nos émissions sur les achats et déplacements domicile-travail. Alors, cet engagement dans cette stratégie de décarbonation, ça nous a amené à repenser la manière de faire nos prestations, de concevoir plus durablement les prestations, de les chiffrer plus durablement et de les optimiser aussi sur la fin de vie des prestations pour le matériel et les produits utilisés. Donc en fait, à chaque étape, on s'assure qu'il y a moins d'impact environnemental. On essaie d'optimiser tout en s'assurant du bien-être et de la protection de nos collaborateurs et tout en s'assurant d'avoir une bonne qualité pour nos clients. Et comment ça s'articule avec vos parties prenantes, justement, côté client, mais aussi côté fournisseur? Du coup, on travaille, ce qui est vraiment important, c'est la dynamique collaborative. Donc, on avance vraiment, on est vraiment tous dans le même bateau et on avance tous ensemble pour trouver, on réfléchit à chaque problématique et on essaie vraiment de trouver les meilleures solutions et les solutions qui sont les plus adaptées. Et la demande des clients autour de ces enjeux, elle est de plus en plus importante? Alors, de plus en plus importante. Effectivement, on a vu depuis ces dernières années, donc du coup, de plus en plus de notations dans le cadre des appels d'offres, avec des questionnaires beaucoup plus pointus, notamment sur la partie carbone et enjeux carbone. Maintenant, je pense que la RSE, c'est aussi une porte d'entrée dans les appels d'offres. Si on n'a pas un certain niveau, on peut ne pas être sélectionné. Donc vraiment une augmentation de ce niveau, mais qui est positif puisque du coup, ça embarque tout le monde dans une dynamique d'amélioration continue. Alors Pierre-Alain Lamagne, du côté des fournisseurs comme Airain Industrie, quelles sont les demandes des entreprises de propreté? On en est où aujourd'hui? Alors c'est vrai que les entreprises de propreté, nos partenaires, nous interrogent de plus en plus et je suis entièrement d'accord. Je trouve qu'on est dans une démarche vraiment positive et ça, je trouve que c'est très très bien. Depuis 4, 5, 6 ans, on voit vraiment une dynamique sur l'ensemble de l'écosystème de la propreté où les clients, les entreprises de propreté et puis l'ensemble des fournisseurs, on est de plus en plus actifs de ce côté-là. Je vois aujourd'hui nos partenaires nous questionnent de plus en plus sur la qualité de nos produits. Est-ce qu'ils sont écolabels? Est-ce qu'ils sont éco-certes? Ils nous interrogent de plus en plus aussi sur la partie, sur la façon dont on fabrique ces produits-là. Nous, aujourd'hui, on a une usine qui est très intégrée dans cette démarche-là, des panneaux solaires, de la récupération des eaux, c'est un sujet très important pour nous. Ils nous interrogent aussi beaucoup sur les emballages. Donc pas uniquement sur le produit, mais sur l'emballage, comment on peut doser les produits, quelles sont les solutions pour doser les produits, comment on peut réduire la part de plastique, comment on peut aller vers plus de plastique recyclé. Et puis ils nous interrogent maintenant, et ça c'est depuis 2-3 mois, on parlait de bilan carbone, mais quel est notre impact, quel est l'impact de nos produits? Et aujourd'hui on est capable d'aller sur un bilan carbone par référence pour accompagner cette dynamique au niveau de nos partenaires.
Il y a une question aussi autour de nombre de références à utiliser, peut-être de réduction un petit peu du nombre de produits. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit une tendance, là aussi, assez forte depuis 2-3 ans, où nos partenaires nous demandent de réduire les références. C'est-à-dire qu'ils essayent d'aller vers des produits qui sont beaucoup plus normés, mais un nombre de produits réduit, pour aussi faciliter la formation des utilisateurs, réduire le nombre de produits sur site, et aller sur des produits qui permettent de répondre, par exemple sur des marchés tertiaires, à 90% de la prestation. Avec aujourd'hui 3-4 produits, on est capable de faire une prestation quotidienne sur un bâtiment tertiaire, et c'est des produits qui sont aujourd'hui écolabel, Air Label Score. On est capable de les concentrer, de les mettre dans des flacons en matière recyclée. On en parlera un peu tout à l'heure, mais il y a vraiment une démarche vertueuse, effectivement, avec une réduction de gamme qui est très visible chez nos partenaires. Philippe Beaucourt, pour Numatic, quel est le constat autour de ces questions RSE ? Alors le constat, en fait, et là je rejoins et je suis heureux d'entendre Muriel justement dans son explication et la démarche qui est faite par les entreprises de propreté, parce que c'est une démarche que l'on a commencé depuis quelques années. On a communiqué énormément sur ce genre de démarche, en fait, concernant la RSE, mais concernant l'utilisation de plastique recyclé. Donc c'est le cas pour Numatic, puisque on a un rapport de 35 pages donc, concernant la filiale, concernant justement la RSE et tout ce qui est de mise en place. Je rejoins également Pierre-Alain concernant également l'impact carbone, puisque on est à plus de 60% maintenant j'ai notre parc automobile à plus de 60% est un parc automobile donc soit électrique, soit en hybride. Donc ça, c'est un premier plan, mais il y a d'autres choses également qui ont été mises en place. Les entreprises de propreté, en fait, sont de plus en plus à la demande d'avoir du matériel en plastique recyclé, avec l'économie d'eau qui va avec, l'économie d'électricité. Pour ça d'ailleurs que de plus en plus, les entreprises se dirigent vers la formule batterie, les batteries lithium, qui a un impact énorme, mais je crois qu'on en parlera un peu plus tard sur ce sujet-là. Donc c'est vraiment un sujet important et qui impacte tous les fabricants de tout bord possible, en fait. Ouais. Il est clair qu'il y a une réelle stratégie RSE de la part des entreprises de propreté, en complément effectivement de ce que Muriel Duguet d'Honnête peut dire. Avec les chiffres clés établis par le monde de la propreté, on est quand même à 54% des entreprises de propreté qui déclarent être engagées sur la question de la RSE. Le monde de la propreté, avec la FEP, le phare propreté, ont aussi accompagné la création d'un référentiel RSE avec 18 engagements. Enfin voilà, c'est vraiment une démarche globale du secteur, c'est important de le préciser. Et donc ce référentiel RSE intègre aussi la question des achats responsables, savoir qu'est-ce que j'achète, à qui et comment je l'achète. Donc Muriel Duguet, les entreprises de propreté effectivement construisent une véritable politique d'achat responsable. Oui. Qu'en est-il pour le groupe Honnête ? Alors du coup, comme vous le disiez tous les deux, effectivement, on souhaite de plus en plus savoir quelle est l'origine des produits, où ils sont fabriqués, est-ce qu'ils sont économes, comme vous le disiez, en eau, est-ce qu'ils ont du plastique recyclé, pour avoir une vraie vision de nos fournisseurs, et puis aussi quelles sont les politiques que les fournisseurs, politiques RSE, que les fournisseurs mettent en place. Donc nous, au niveau de notre centrale d'achat Prodim, on a développé des questionnaires RSE qui sont adaptés en fonction de chaque type de produit, en fait. Et également, donc, du coup, dans les appels d'offres, ça commence à être des sujets qui sont pour nous importants. Donc vous vous intéressez à la politique RSE de vos partenaires fournisseurs. Il y a également la charte fournisseur Exactement, on fait signer également une charte fournisseur responsable. Ce qui est important pour nous également, c'est qu'on raisonne de plus en plus en coût global. C'est le fameux TCO, le Total Cost of Ownership, qui nous permet de raisonner plutôt sur 3 ans, 5 ans, des durées plus longues. Et on va intégrer tous les coûts liés à l'achat, c'est-à-dire qu'est-ce qui consomme mon matériel en énergie, quelles sont les pièces complémentaires qu'il faut commander, combien de fois il faut le renouveler. Et ça, pour nous, c'est vraiment important. Et on se rend compte avec surprise, et c'est très positif, que souvent, en fait, les solutions plus économes en ressources, peut-être plus chères à l'achat au départ, finalement, au bout de quelques années, sont moins chères. Et donc, du coup, ça permet d'entraîner positivement les choses. Donc, pour notre part, c'est un point qui est extrêmement
important. Il faut pas s'arrêter au prix facial finalement. Il faut vraiment réfléchir sur le long terme. Exactement. Non, Pierre Lamagne, vous constatez aussi cette hausse des exigences de la part des entreprises de propreté? Ah oui, effectivement, on voit qu'il y a une vraie, de nouvelles compétences dans les entreprises de propreté, une exigence qui est très forte et très accrue. Et nous, depuis la création d'entreprises par mon grand-père il y a 40 ans, on a toujours eu comme raison d'être d'apporter des solutions à nos clients, à nos partenaires. Et là, on voit effectivement que l'exigence est forte sur ces questions de RSE. Et je le disais tout à l'heure, c'est comment on fabrique nos produits, où est-ce qu'on les fabrique. Nous, en l'occurrence, on les fabrique en Corrèze, puisque Hérin, c'est le nom du village dans lequel on est implanté. Et on a cette forte ambition de rester fabricant français. Et aussi, au-delà d'être fabricant, d'être concepteur dans nos laboratoires de recherche et développement, mais c'est aussi d'avoir des matières premières qui sont le plus possible proches de nos usines, proches géographiquement, en France le plus possible. En Europe, on a certaines matières premières où aujourd'hui on est contraint d'aller les chercher un peu plus loin, mais constamment on cherche des solutions pour mettre vraiment en avant le fabriqué en France. Et ça nous permet aussi de réduire de manière drastique notre bilan carbone, parce que moins on va chercher les matières premières loin, mieux c'est. Et puis aussi pareil dans l'usine, je parlais d'électricité, je parlais de l'eau. L'eau est un vrai enjeu pour nous aujourd'hui. Comment on fait pour réduire nos consommations d'eau? On a un plan de progrès qui nous a permis là, depuis les 2 dernières années d'économiser pratiquement 2 piscines olympiques par an malgré la croissance de nos activités. Et l'enjeu de l'eau, il est un enjeu pour nous, et puis pour l'ensemble aussi des parties prenantes de l'écosystème dans lequel on est. Donc effectivement, ça c'est un sujet important. C'est un petit mot peut-être sur cette question de l'eau. C'est un système de récupération des eaux, par exemple. Oui, alors on a réutilisation. Un petit peu comme dans la politique des 3 R, on a d'abord essayé de réduire notre consommation d'eau. On a de l'eau qu'on met effectivement dans certains de nos produits, puis on a aussi de l'eau qui nous permet de laver nos machines. Donc déjà réduire l'eau de nos lavages de machines. Et le deuxième sujet, c'est les eaux de rinçage. Comment on fait pour les récupérer et qu'est-ce qu'on peut faire en fait de ce déchet qui était un déchet il y a quelques années, à aujourd'hui, en fait, n'est plus un déchet puisqu'on le réintègre dans nos produits. Alors, on est très contraint par les labels, écolabel, écocert, par la désinfection, les produits biocides ou les cosmétiques. Mais par contre, on a créé tout un programme avec nos laboratoires pour recréer en fait de ce déchet une matière première, la réintégrer dans certaines de nos fabrications, et donc comme ça on réduit la quantité d'eau, et on réduit aussi la quantité d'eau qu'on envoie dans notre propre centrale d'épuration, pour là aussi rejeter une eau qui est propre et saine, et consommer surtout moins d'eau à la base. Philippe Beaucourt, alors des questions aussi de la part de vos clients entreprises de propreté sur vos méthodes de production, sur votre impact? Oui, effectivement, mais ça dure depuis, ça a commencé il y a déjà quelques années. C'est un peu un effet cascade chez nous, puisqu'on travaille à travers un réseau de distribution dont Hérin fait partie, et j'en suis content, puisque c'est surtout notre réseau de distribution qui va être donc à la demande. Quand je parlais d'effet cascade, c'est l'entreprise de propreté qui va donc être très exigeante en fait en termes de demande auprès de nos distributeurs, qui vont après eux-mêmes nous poser ces questions-là. Donc on les met en place depuis un certain temps. C'est pour ça que de plus en plus, il est travaillé par les fabricants de matériaux, de nettoyage industriel, sur des méthodes où on utilise moins d'eau, où la mécanique reprend sa part entière en fait d'effet. On revient au cercle de Skinner en fait, où énormément d'éléments sont pas éliminés mais réduites, et pour donner donc part à plus de mécanisation sur la micromécanisation, ces choses-là. Et l'effet qu'il y a depuis maintenant quelques temps également, et tant mieux, c'est l'effet également subvention CARSAT sur certains matériels. Donc ça, c'est un effet plutôt positif. Et c'est surtout sur du matériel qui rentre dans le cadre du plastique recyclé, économie d'eau, économie d'électricité. Enfin, on rentre vraiment dans ce sujet et au cœur du sujet. Avec ça. Et comment vous travaillez, par exemple, sur les économies d'énergie de vos matériels ? Sur la formule batterie, puisque quand on compare un matériel fonctionnant sur le 220 volts, en fait, sur le secteur, par rapport à un matériel qui fonctionne sur une batterie, à même, durée d'utilisation, on a pratiquement 6 fois moins cher, en fait, en termes d'électricité, et c'est 6 fois moins énergivore, en fait, en termes de batterie, ouais. Donc, c'est vrai que c'est peut-être du matériel qui va être, et ça, c'est évoqué donc par Muriel, plus cher, donc à l'achat, mais par contre, à moyen terme, on va pouvoir justement proposer des solutions déjà moins onéreuses, puisqu'on va s'y retrouver à moyen terme, et puis pour le client final également, puisque lui va apprécier le fait qu'on ne consomme pas son électricité sur site, donc qu'on vienne avec du matériel. L'économie d'énergie, c'est quelque chose aussi qui vous préoccupe beaucoup au sein du groupe Honnête ? Ah oui, tout à fait. Oui.
On a mis en place un plan de sobriété d'ailleurs entre 2022 et 2024 et l'objectif était de réduire de 10% nos consommations électriques donc en interne mais également chez nos clients. Donc effectivement, on va travailler toujours à référencer notre centrale d'achat Prodim, référence de plus en plus de matériel économe en énergie pour pouvoir apporter des solutions plus satisfaisantes pour nos clients, puisque du coup, on nettoie chez eux, dans leur locaux. Alors justement, on y vient peut-être à resserrer un peu le sujet sur les chantiers eux-mêmes, finalement. Quelles sont les actions menées par le groupe pour vraiment faire en sorte que les prestations aient moins d'impact? Et moins d'impact. Alors, on peut parler de notre solution de propreté responsable Biogistic qui est en place depuis 8 ans. Donc, à date, en fait, on a 85% de nos achats de propreté tertiaire qui sont des produits écolabels et biotechnologiques. Et en fait, cette solution l'a vraiment pensée dans cette optique d'optimisation de la dilution pour utiliser la bonne quantité de produits au bon moment. Et du coup, comme je vous le disais, il y a un triple impact positif. Donc, pour les collaborateurs, puisqu'il n'y a pas de pictogramme de dangerosité, pas de COV. Au niveau environnemental, on a des produits qui se dissolvent mieux au niveau des effluents. Et puis également, on réduit beaucoup la consommation de plastique. Donc, tout en apportant une solution qui répond aux besoins de nos clients, puisque c'est une solution qui répond à leurs besoins RSE. Donc, c'est vraiment une solution qui est très, très positive. Alors, on a aussi travaillé de plus en plus, on travaille sur la décarbonation. Donc, on a mis en place Acte Carbone. C'est une solution, du coup, qui permet de chiffrer au départ l'impact carbone de la prestation et de la suivre dans le temps. Puisque le plus important pour nous, c'est de pouvoir, avec le client, mesurer les impacts qu'on peut avoir positifs sur la partie carbone. Et également, comme on le disait au début, on travaille également sur des matériels ergonomiques moins consommateurs de ressources. Donc, on utilise aussi des aspirateurs dorsaux, par exemple, qui sont très utilisés dans tout ce qui est chantier naval ou secteur ferroviaire. Donc, quand on peut éviter les fils, on les évite. Oui, parce que finalement, en fil conducteur de tout ça, il y a aussi la santé des salariés. Ça, c'est important aussi quand on parle de RSE, de le préciser. Pour revenir un petit peu sur la partie énergie, Numatic propose aussi des appareils avec des moteurs plus basse consommation. Quels sont les quelques exemples qu'on pourrait évoquer sur cette question? Alors, c'est un effet global, parce que c'est vrai que quand on décide, en tant que fabricant, de faire fonctionner un matériel avec une batterie, forcément qu'il faut travailler également sur la motorisation. Une motorisation donc moins énergivore, de façon à avoir justement une durée, je dirais, d'utilisation pour l'utilisateur, pour l'entreprise de propreté, maximale par rapport à la taille de la batterie. Alors, il y a la taille de la batterie, il y a le poids aussi, donc il faut travailler sur des batteries plus légères, mais avec une capacité supérieure à ce qui se faisait. Alors ça, c'est pas le travail forcément du fabricant de matériel, c'est plus le travail des fabricants de batteries, mais ça évolue très vite, ça évolue très très vite, donc sur cette base-là. Donc moteur moins énergivore. C'est vrai que nous, nos équipes, au niveau de recherche et développement, travaillent énormément également sur l'ergonomie. Ça, c'est une grosse demande également. Et puis d'ailleurs, si nos matériels sont validés par la CARSAT sur le mode de subvention actuel, c'est parce que justement, il y a eu un grand travail, mais sur l'ensemble des fabricants, en fait. Je veux dire, ça ne concerne pas que Numatic. Sur l'ensemble des fabricants, un gros travail de ce côté-là sur l'ergonomie, surtout lutter contre les troubles musculo-squelettiques, les TMS. Donc ça, c'est une grosse partie. Ouais. C'est une question importante qu'on vous pose régulièrement pour améliorer. À chaque fois, que ce soit sur un salon, ou que ce soit donc sur une préco, ou lorsqu'il y a une démonstration qui est réalisée chez un client utilisateur, entreprise de propreté ou autre, c'est souvent demandé, oui, je dirais même à chaque fois, oui. Si les choses sont bien en place. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on a bien compris, et les pouvoirs publics ont bien compris, qu'il ne fallait pas subventionner forcément du matériel quand il y avait une problématique, donc sur des postes à handicap, TMS ou autres, mais qu'il fallait subventionner en amont, justement pour faire du préventif en fait, et éviter les TMS et le taux d'absentéisme dans les sociétés d'entreprises de propreté ou autres. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose, pourvu que ça dure.
Je peine à... Mais bon, on va avoir de l'espoir là-dessus. Et puis que ça fonctionne. Donc ça, c'est une grosse partie. Donc on y travaille, mais c'est vrai que c'est un travail global entre nos partenaires, entre les utilisateurs et entre les pouvoirs publics également sur ce genre de subventions. Donc c'est vraiment un travail d'équipe en fait, et c'est un travail global en fait, et on doit le faire. C'est vrai que la partie RSE, l'économie d'eau, l'économie d'électricité, on en parle depuis des années. Là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est passé aux actes. Ça devient intéressant. On passe aux actes enfin. Il y a un autre point d'ailleurs qui a évolué, c'est aussi par rapport à la qualité de l'air intérieur, notamment en matière de filtration. On se préoccupe quand même davantage aussi de la santé et des utilisateurs, mais aussi des occupants des locaux. Oui, effectivement. Alors ça, c'est pareil. C'est une démarche que nous, de notre côté, mis en place, moi, par le biais de mes formations, donc depuis plusieurs années, quand il y a eu également la loi Grenelle 2 qui est rentrée en vigueur par rapport à la qualité de l'air. Je pense que là, ça a pris un peu, c'est passé au ralenti depuis le Covid, mais c'est bien dommage, parce que tout ce qu'on ne voit pas nous fait pas peur. On a un petit peu changé notre fusil d'épaule depuis le Covid, mais il est vrai que les microparticules de poussière en dessous d'un micron sont dangereuses pour l'appareil respiratoire. Je rassure tout le monde, on ne va pas tous mourir demain à cause de ça. Mais par contre, quelqu'un qui fait ça tous les jours, en fait, parce que c'est son métier, il faut le protéger. À l'heure actuelle, on peut le protéger par des filtres, la filtration EPA. Mais attention, la filtration EPA, à partir du moment où l'appareil est accompagné d'un certificat qui précise bien que cette filtration-là a été donc validée par une norme européenne, 1822 en l'occurrence. Mais c'est un travail en amont, c'est aussi un travail de précision. Quand on achète du matériel, il faut aussi s'assurer que toutes ces normes-là soient bien validées en fait par les normes européennes. Ouais. Donc, puisque on peut trouver de tout sur le marché du matériel de nettoyage à l'heure actuelle. Donc méfiance. En parallèle des matériels, il y a aussi évidemment les produits détergents utilisés par les agents de propreté. Comment Hera Industries fait en sorte de concevoir des formules plus responsables? Il y a un sujet qu'on vient de parler qui est très important, c'est effectivement aussi la protection de l'homme, de l'utilisateur. Il y a plusieurs points importants dans les produits. Nous, on a des produits de plus en plus respectueux de l'environnement. Mais aujourd'hui, j'ai presque envie de dire que de proposer une prestation de propreté avec des produits écolabel et EcoCert, c'est presque devenu une norme. Et on voit de plus en plus que nos partenaires entreprises de propreté consomment de manière massive des produits écolabel et EcoCert. C'est des labels qui sont reconnus et qui sont connus aussi par les clients finaux et qui le mettent de plus en plus dans leur cahier des charges. Ça, c'est le respect de la nature. Mais le respect de l'homme est aussi crucial. Alors, on avait chez Hera créé, mon père, il y a 30 ans, un label qui est un label d'entreprise qui s'appelle Eco-Reflex Sécurité, qui garantit que nos produits sont notamment sans pictogramme de danger. Et ça, c'est un élément important parce qu'on le disait tout à l'heure, on a des professionnels de la propreté qui utilisent du matériel ou des produits de nettoyage quotidiennement. Et ça, c'est important aussi de les préserver, de les sécuriser, parce que c'est la valeur de l'entreprise de propreté, l'agent qui est là tous les jours chez le client. Donc ça, c'est la protection de l'homme. Et puis, on voit effectivement se développer aussi la partie, la qualité de l'air intérieur. On l'a vu pendant la Covid, on nous a dit qu'il fallait aérer nos intérieurs. L'air intérieur est 9 fois plus pollué que l'air extérieur, par plein d'éléments, des moquettes, des meubles, les formaldéhydes qui peuvent se développer. Les produits de nettoyage peuvent être des éléments. Et aujourd'hui, nous, on travaille avec un label qui est connu et reconnu, Air Label Score, et qui nous permet aujourd'hui d'attester, de certifier que nos produits, 7 de nos produits ont la note A+, qui est la plus haute note, et donc ça garantit un air intérieur qui n'est pas pollué. Donc ça, c'est intéressant à la fois pour le client de l'entreprise de propreté. Je pense, demain, on va nettoyer une chambre d'hôtel. Le soir, quand l'occupant va arriver, est-ce que l'air a été suffisamment renouvelé? Dans ce studio, on pourrait imaginer que l'air n'a pas été renouvelé. Est-ce qu'on a utilisé des produits qui sont A+, Air Label Score? Et puis, à l'agent aussi, qui lui l'utilise vraiment en manière de proximité quotidienne. Ça aussi, c'est important. Donc aujourd'hui, on voit vraiment qu'on a des produits qui respectent la nature, avec des labels, Ecolabel et EcoCert, l'utilisateur, avec notre Eco-Reflex Sécurité, sans pictogramme, sans COV, et puis l'air intérieur, Air Label Score. Et aujourd'hui, on a une gamme de 7 produits qui cumulent l'écolabel sans pictogramme de danger, Air Label Score, et qui sont aussi en plus 100% biodégradables. La qualité de l'air intérieur, c'est quelque chose qui vous préoccupe au sein du groupe Honnête? Ah bah oui, nous aussi. C'était vraiment l'enjeu quand on a mis en place notre solution biogistique. Et d'ailleurs, c'était un peu compliqué puisque du coup, on a nettoyé avec des produits sans odeur. Et donc, du coup, on combat des idées reçues. Mais c'est vrai qu'en faisant preuve de pédagogie avec nos clients, ça petit à petit, ça passe.
et on fait avancer ces sujets. Oui, alors une précision aussi sur les produits écolabels. Effectivement, l'ensemble des entreprises de propreté y ont recours. D'ailleurs, il y a eu une augmentation de 22% de l'utilisation de produits écolabellisés, donc EcoCert et Écolabel européen, de 2017 à 2023. Il y a des entreprises qui vont encore plus loin. Je citerai par exemple Serviclean, qui a eu un trophée RSE FEP en 2024 et qui va jusqu'à analyser de façon détaillée la composition chimique de leurs produits. Pierre Alamagne, la durabilité d'un produit, elle ne se joue pas que sur la formule, il y a aussi les emballages. Exactement. Effectivement, on voit que, et on le dit depuis tout à l'heure, les exigences montent, et c'est très bien, parce que plus l'ensemble de nos parties prenantes sont exigeantes avec chacun d'entre nous, plus nous et puis les autres fabricants aussi, on montera en exigence nous-mêmes. Et ça, c'est important. J'ai presque envie de dire, continuez à être exigeants avec nous, parce que c'est ce qui fait progresser l'ensemble de l'écosystème. Et aujourd'hui, on n'est plus que questionné par les produits, on est questionné aussi par les emballages. Comment on peut avoir un dosage facile? Comment on peut avoir des emballages où on va réduire la quantité de plastique? Comment on va pouvoir intégrer des matières recyclées dans nos emballages? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on développe tout un panel d'emballages. Mon grand-père, à l'époque, il y a 40 ans, il fabriquait que du bidon de 5 litres. Et puis un gel WC. On a toujours ces emballages-là, parce qu'ils répondent toujours à certaines demandes. Mais par contre, on a évolué notamment sur des poches souples qui permettent de réduire pratiquement 70% le plastique, qui permettent aussi de réduire le volume de l'emballage. Ça aussi, c'est important. Et on travaille aussi beaucoup sur des solutions sans plastique ou avec moins de plastique. Alors le règlement détergence qui va bientôt entrer en vigueur interdit les microplastiques. Comment vous avez travaillé sur ce point-là? Alors c'est un sujet qui nous a animés à partir de 2023. On avait d'ailleurs présenté une innovation au Salon Europropre, on avait eu le trophée à l'époque, c'était notre innovation stick. On est parti d'un constat très simple et pragmatique avec ma sœur qui est directrice de notre laboratoire de recherche et développement. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup de nos partenaires continuent à nous acheter des dosettes de 16-20 ml qui sont assez utilisées par exemple en copropriété. Alors elles ont un intérêt, c'est la monodose. Et c'est intéressant, ça permet de ne pas consommer trop de produits. Donc ça, c'est vraiment une démarche qui est intéressante. Par contre, on a beaucoup de plastique pour très peu de produits. Et donc on s'est posé la question de faire des solutions hydrosolubles par exemple. Alors l'hydrosoluble, malheureusement, c'est pas forcément la bonne idée écologique, parce qu'on a l'impression, comme on disait tout à l'heure sur les petites particules qu'on voit pas, on se dit elles sont pas là, donc il y en a pas. Alors le problème de l'hydrosoluble, c'est qu'il y a des microplastiques, ce qu'on parlait. Effectivement, les microplastiques, on voit qu'on en a beaucoup dans nos océans. Alors, je ne veux pas être alarmiste, mais on estime qu'on consommerait l'équivalent d'une carte bleue de plastique par mois en mangeant notamment des poissons. Même certains de nos légumes sont contaminés parce qu'on enfouit nos déchets. Et donc, du coup, on a voulu créer un emballage qui était sans plastique. On a détourné un emballage alimentaire, l'emballage du sucre vanillé Alza. Je ne sais pas si je peux citer des marques, mais et donc c'est un emballage. C'est fait. Voilà. Donc c'est un emballage qui est sans plastique. C'est un emballage qui permet aussi de faire l'unidose. C'est de la poudre hydrosoluble qui se dissout en 30 secondes qu'on va mettre dans un flacon pulvérisateur réutilisable. Et donc du coup sur site, on a un produit qu'on redilue sur site, donc on a beaucoup moins aussi de transport, beaucoup moins de volume à transporter et le bilan carbone est bien meilleur. On est sur des produits EcoCert fabriqués en France et on a un emballage qui du coup va directement à la poubelle jaune sans plastique. Donc oui, les microplastiques, c'est un vrai sujet. On est dans un milieu en plus naturel, nous en Corrèze, qui est important pour nous et faire attention aux microplastiques qu'on peut rejeter dans nos rivières et dans nos océans demain, c'est des vrais sujets importants pour nous. La question des plastiques, c'est aussi quelque chose qui anime oui, parce qu'il y a un impact, comme on disait, très important sur la biodiversité. Nous, avec notre solution Biogistic, quand on a démarré en 2018, ça nous a permis en fait de réduire de 33% nos consommations de plastique entre l'avant et l'après. Donc ça, c'était vraiment important. Et rien qu'en mettant en place un système de réutilisation des contenants plutôt que de les mettre en fin de vie. Sur notre siège social, par exemple, on a banni récemment la vente de toute bouteille plastique. Tout ça, toutes ces petites mesures, ça permet quoi? Ça permet de réduire les déchets à la source et donc du coup d'éviter que les déchets se retrouvent ensuite dans les océans. Et ça, c'est un sujet important. Des fois, on s'imagine que c'est beaucoup de travail des démarches RSE. Alors, c'est vrai que c'est du travail. Je ne remets pas en cause. Mais par contre, c'est la somme de
plein de petites choses. Et c'est vrai que c'est ces petits éléments, on pourrait se dire, OK, les bouteilles d'eau, on arrête, mais non, c'est ça, plus ça, plus ça. Et c'est vrai que c'est ces démarches-là qui font que c'est un produit avec un label, mais aussi dans un emballage, qu'on livre d'une certaine manière. Et c'est la somme de tous ces petits efforts-là qui fait qu'à la fois, on est tous plus vertueux. Exactement. Il faut penser à tout dans sa globalité. Philippe Beaucourt, le plastique recyclé, c'est aussi un sujet majeur pour Numatic. Sujet majeur, oui, à la demande, mais également à l'initiative en majeure partie de la fabrication, l'intégration de plastique recyclé, donc depuis plusieurs années déjà. Donc on a commencé. Maintenant, on a pratiquement 80% de nos gammes qui sont en plastique recyclé, surtout en termes d'auto-laveuses, aspirateurs poussière et autres. Donc le plastique recyclé, oui. Donc le problème, c'est qu'on ne peut pas réutiliser après le plastique pour en refabriquer la même chose, puisqu'il perd de ses propriétés. Donc, et le plastique recyclé, malheureusement aussi, c'est qu'il devient de plus en plus cher, puisqu'on en trouve de moins en moins. Alors ça, c'est un paradoxe, puisqu'on nous parle d'océans de plastique qui seraient, je ne sais plus où, sur la planète. Pourquoi pas y aller chercher, donc comme ça on trouverait des solutions. Il y en a qui le font, oui. Il y en a qui commencent Certains commencent à le faire, donc c'est déjà une démarche qui commence, donc pourvu que ça dure et puis que ça prenne de l'ampleur sur tout ça. Mais c'est une démarche, oui, sur différentes gammes en fait chez nous concernant le plastique recyclé, comme je le disais, à la demande également des utilisateurs, donc sur le plan de cette démarche-là. Ouais. Mais il y a aussi la loi AGEC, un peu qui vous contraint en tant qu'industriel. De toute façon, voilà. voilà. On a également des il y a cette contrainte-là. Ouais, et comment trouver l'équilibre entre justement l'intégration de matières recyclées et finalement préserver la solidité, la robustesse des appareils. Alors, l'équilibre, en fait, c'est tout simplement en utilisant du plastique pur à faible dose, justement, un liant qui fasse que notre fabrication, au niveau de la machine fabriquée, en fait, que ce soit autolaveuse ou aspirateur, alors on va être plus sur du plastique recyclé sur un aspirateur et moins sur une autolaveuse. Donc l'autolaveuse, on sait qu'il y a plus de contraintes, on est sur une demande de résistance, en fait, des plastiques qui est supérieure, mais il faut un liant, oui, effectivement, ouais. Donc ça, c'est une certitude. Alors Pierre-Alain Magne, la qualité des produits, des machines ne suffit pas, il faut aussi bien les utiliser. Quelle est la place des méthodes en matière d'éco-responsabilité ? Alors les méthodes, c'est essentiel. On voit que d'ailleurs, il y a là aussi une transformation et des changements d'habitude. Alors je voulais juste revenir sur un point que vous disiez, c'est aussi l'efficacité des produits. On a peut-être un peu sous-estimé ce point-là. Et c'est vrai que c'est clé. Nous, on estime avant tout que même si on a des produits qui sont écolabel ou écocert, dans le super emballage qu'on peut faire, fabriqué en Corrèze, en France, si avant tout le produit n'est pas efficace, en fait, on a tout perdu. Donc nous, on insiste beaucoup et c'est vraiment dans l'ADN de l'entreprise, c'est d'avoir avant tout des produits efficaces et qui répondent à la juste besoin de l'entreprise de propreté sur ce chantier-là. Et c'est vrai que l'efficacité, pour nous, c'est clé. On préfère avoir un bon produit efficace, écolabel, écocert, Air Label Score aujourd'hui, où on va mettre la juste dose et on va transporter la juste quantité de produits qu'on a besoin. Et on voit aujourd'hui que les méthodes, effectivement, évoluent très vite. Là aussi, il y a des prises de conscience. Je pense par exemple à la pré-imprégnation. On parlait de l'eau. On voit encore sur certains sites des franges espagnoles et autres supports qui consomment beaucoup d'eau, qui laissent aussi beaucoup d'eau sur les sols. Donc là aussi, si on parle d'efficacité en propreté, c'est pas au rendez-vous. Mais la pré-imprégnation, c'est un enjeu pour nous, pour l'ensemble du marché. Et là aussi, il faut qu'on s'adapte dans nos méthodes, dans nos produits, dans les matériaux que utilisent les entreprises de propreté. Tout ça dans l'intérêt qui est de réduire la quantité d'eau, qui est aussi de réduire la quantité d'eau dans le seau qu'on va porter. Parce que quand on porte un seau toute la journée de 8 litres ou quand on porte un seau toute la journée de 2 ou 3 litres, pour l'agent à la fin de la journée, ça fait une sacrée différence. La pré-imprégnation, vous la déployez aussi sur les sites hors santé même. Tout à fait. Donc ça fait plus de 2 ans qu'on le déploie au niveau de tous nos sites. En gros, on essaie de le mettre en place partout où on a une zone avec une machine qui permet de nettoyer les franges, donc sur nos sites tertiaires. Donc c'est vraiment en train de devenir un standard. Effectivement, en termes de TMS, on a fait les mesures avant, après, et au niveau de la posture, ça permet de réduire de 67% le risque de TMS. Donc c'est vraiment très important. Effectivement,
effectivement, on met le bon nombre de franges au bon endroit. Donc, on a des kits qui sont en train d'être préparés avec des chariots spécifiques et aussi des gilets pour les agents qui permettent d'emmener les franges propres et ramener les franges sales. Donc, on essaie aussi de tout faire pour faciliter le travail de des agents. C'est aussi une évolution que vous constatez, Philippe Beaucourt? C'est une évolution. Moi, je travaille sur la pré-imprégnation depuis pratiquement 10 ans. C'est vrai qu'il y a 10 ans, on avait essayé de mettre en place, par l'intermédiaire de notre réseau de distribution, puisque là où c'est intéressant, justement, ce genre de conversation, c'est qu'on a vraiment donc, les utilisateurs, nos distributeurs et en plus fabricants de chimie, je dirais, et on essaye de mettre un lien justement là-dessus, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir les informations sur ce qui est fait en chimie, et comme disait Pierre-Alain, c'est une chimie qui va avoir de l'efficacité, donc en l'occurrence sur les sols, va être important pour nous en termes de fabricants de machines sur les autolaveuses, parce que justement, on revient, je me répète, mais on revient toujours au cercle de Skinner, et justement, on en a besoin. Alors ça, c'est la question peut-être qui sera posée sur les formations à mettre en place. La pré-imprégnation, on est arrivé à ce jour à une pré-imprégnation, donc, alors qu'il y a 10 ans, on était sur une pré-imprégnation de 10-15 franges, donc en fonction de la pré-imprégnation de la frange ou des franges, et puis de ce qu'il fallait mettre en place et des sites à nettoyer. Aujourd'hui, on est capable de faire la pré-imprégnation frange par frange, avec une solution justement de microdose. Donc toujours en lien avec les fabricants donc, de chimie, pour pouvoir justement avoir une bonne dose et ne pas créer un chimiofilm. En fait, ça c'était la grosse problématique, avec Pierre citer un peu l'exemple de la frange espagnole, en fait, ces choses-là. Bon, fort heureusement, il y a eu un travail qui a été fait, mais on en voit beaucoup moins. Mais ça a été un grand travail de la part de la distribution, des fabricants et des fabricants de matériel également, puisque faire un changement sur certains sites entre la frange espagnole ou la serpillière pour amener le même site et les opérateurs du site, donc les utilisateurs, sur la frange microfibre, ça a été Déjà, une grande période, ça a pris du temps. Donc là, fort heureusement, on en voit beaucoup moins. Mais l'après-imprégnation frange par frange, oui, ça c'est une nouveauté d'ailleurs qui est sur le point de sortir chez nous, avec le chariot en pré-imprégnation frange par frange ou par deux franges. Donc ça, c'est un grand travail qui a été fait, fort heureusement. Sur la pré-imprégnation. Avant qu'on passe plus aux machines, il y a aussi quand même la question, avant même de parler de pré-imprégnation, de l'utilisation raisonnée. Oui. Voilà, du produit, notamment en matière de désinfection. Oui, effectivement, là, on a parlé un tout petit peu tout à l'heure du Covid, et pendant le Covid, alors avec le recul qu'on a maintenant, effectivement, on se rend compte de l'aberration dans laquelle on était, mais on a eu une attitude où on a tout désinfecté. C'est la peur qui nous a guidés à ce moment-là, et on peut le comprendre aussi. Là, on est passé effectivement dans une utilisation raisonnée de la désinfection, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a encore un intérêt de désinfecter le sol d'un restaurant dans lequel on va manger, dans la salle de restaurant? Est-ce qu'il y a encore intérêt de désinfecter l'entrée, le hall de la copropriété? Clairement, aujourd'hui, on va tous répondre non, qu'il n'y a plus d'intérêt de faire ça. Par contre, dans des zones où il faut désinfecter, on parlait des hôpitaux, on parlait de la cuisine du restaurant à l'inverse, ou d'un atelier de l'agroalimentaire, là, il va falloir qu'on désinfecte avec un spectre qui est large, avec des temps de contact réduits, avec du sans-rinçage, avec des normes spécifiques. Et là-dessus, là aussi, notre métier, c'est d'accompagner les entreprises de propreté pour leur préconiser le bon produit au bon endroit. Leur dire, effectivement, là, vous n'avez pas besoin de désinfecter. Ça ne sert à rien de prendre un 3D comme on a beaucoup des surodorants désinfectants pour faire le hall de l'immeuble. Par contre, dans la cuisine du restaurant, dans l'hôpital et le bloc opératoire, dans l'usine d'agroalimentaire, il vous faut tel produit avec telle norme, tel temps de contact. Donc effectivement, sur cette partie désinfection, c'est là où on va avoir le plus de mal de répondre avec des produits écologiques, parce qu'on est assez réduit. De toute façon, aujourd'hui, le seul label qui autorise la désinfection, c'est l'EcoCert. Mais on n'a pas assez encore... on a... juste quelques matières qui sont validées, mais dès qu'on a besoin d'avoir des temps de contact rapides ou des normes larges, on est obligé effectivement de revenir sur une chimie plus conventionnelle, mais qui permet de répondre à la problématique clé de la propreté. Voilà, mais à utiliser effectivement à bon escient, dans la bonne quantité. C'est la désinfection raisonnée, c'est-à-dire que quand il n'y en a pas besoin, on ne l'utilise pas, mais quand il y en a besoin, on la maîtrise et on sait exactement quelle chimie on utilise, avec quelle machine,
avec des franges ou des microfibres. Alors il y a tout le code couleur des microfibres, il y a aussi la propreté des microfibres, les bandeaux de sol et des microfibres, c'est aussi clé ça, parce qu'effectivement, pour faire de la bonne propreté, il faut avoir du bon matériel, il faut que les microfibres soient propres et nettoyées. Ça, c'est une phase importante, en fait, parce que c'est vrai, je rebondis, hein, Oui. c'est vrai qu'on est souvent sollicité, moi en tant que formateur sur le terrain, donc au national, je suis souvent sollicité justement pour mettre en place et préconiser. En fait, on s'aperçoit, et comme il a été dit, donc, que même dans les hôpitaux, la plupart ont arrêté la désinfection des sols, en fait, mettre plus d'accent sur la désinfection des surfaces hautes, et je trouve ça bien. Alors quand je dis ils ont arrêté, surtout sur les lieux de passage, je dirais, du grand public, hein, pas forcément. Il y a eu un moment où ils ont voulu mettre en place justement la vapeur dite sèche, mais bon, tout le monde l'a utilisé et pas forcément à bon escient, et pensait qu'il y avait une désinfection. Mais on en revient toujours à la chimie, maîtrisée bien entendu, et mise en place, comme il a été dit, donc à bon escient. Mais ces solutions-là sont beaucoup plus favorables, c'est-à-dire qu'il y ait un audit, qu'il y ait une analyse donc, des sites et qu'il y ait une préconisation par rapport au site. C'est, à mon sens, plus respectueux et plus valable, en fait, que de mettre de la vapeur sèche à tout va, en fait, sur certains sites. Ouais. Il y a aussi une autre évolution majeure côté matériel qui va dans le sens de l'amélioration des conditions de travail des agents, c'est la mécanisation des petites surfaces, avec quand même l'arrivée depuis quelques années de machines qui sont adaptées. Effectivement, ouais. Effectivement, c'est vrai que on s'est aperçu donc en tant que fabricant, donc il y a des fabricants qui étaient en avance un petit peu sur tout le monde là-dessus, et tant mieux puisque c'était une évolution importante pour les entreprises de propreté en l'occurrence. C'est que ça touche surtout les entreprises de propreté à mon sens. C'est que les surfaces devenaient trop grandes pour continuer au lavage à plat traditionnel, mais restaient néanmoins trop petites pour pouvoir amener une autolaveuse pure et dure. Donc de ce fait, donc les fabricants, nous faisons partie, ont travaillé donc sur la micro-laveuse. C'est d'ailleurs ces micro-laveuses-là qui sont mises en avant par la subvention CARSAT, et tant mieux. Donc la micro-laveuse, donc moins énergivore en termes d'électricité, donc en termes de consommation électrique et en termes de consommation d'eau, mais adaptée également pour lutter contre les TMS, donc plus ergonome en fait. En ergonomie, c'est vrai qu'il y a eu un grand travail de fait dessus. C'est une grosse part du marché français, européen et même mondial sur la micro-laveuse. Ouais. En termes d'organisation, si on va encore un peu plus loin dans le sujet, il y a aussi la question d'adapter les prestations aux besoins du site. Donc, Honnête, vous avez travaillé sur ce point. Oui, effectivement, on a une solution qui s'appelle Clean Connect, donc du coup qui utilise, donc qui est basée par l'utilisation de capteurs pour suivre du coup les consommables, le niveau de remplissage, l'utilisation de certains espaces. Et du coup, ça va nous permettre d'adapter les fréquences et d'intervenir vraiment quand l'utilisateur en a besoin. Et on constate aussi, quand on couple ça avec le travail en journée, comme les équipes sont présentes, ça permet vraiment de mieux satisfaire le besoin du client au bon moment. Donc effectivement, tout en consommant moins de ressources. Alors c'est vrai qu'un mot sur le travail en continu en journée, on ne peut pas parler de RSE dans la propreté sans mentionner ce mode d'organisation. Effectivement, la FEP, le phare propreté aussi, travaille beaucoup là-dessus, propose des formations. C'est très bénéfique à la fois pour les agents qui sont valorisés, qui peuvent éventuellement accéder plus facilement au transport en commun. Il y a également en parallèle une réduction de la consommation d'énergie qui est liée à l'éclairage. Récemment, Trophée RSE FEP, une société, MJCM Propreté, s'engage vraiment de façon très forte sur cette question-là. Et en réorganisant les interventions, elle parvient à améliorer les conditions de travail et aussi la satisfaction des clients. Tous ces changements sont importants et doivent évidemment s'accompagner de formations. On a commencé à l'évoquer. Comment Honnête s'organise sur ce point ? En fait, nous, notre objectif, c'est vraiment de mettre des solutions en place pour nos agents, mais des solutions qui soient simples avec des outils concrets. Si je prends l'exemple de notre solution Biogistique qu'on a déployée sur toutes nos agences, en fait, ça a été conçu déjà par les équipes du terrain. Ensuite, on a mis des agences pilotes et ensuite, on a fait de la formation de pair à pair, c'est-à-dire que c'était les exploitants de l'agence pilote qui allaient reformer d'autres exploitants. Et ça,
ça n'a pas de prix en fait. C'est comme ça que ça se déploie le mieux possible. Donc ça fonctionne très bien en mettant des règles simples. On avait mis par exemple des règles du bouchon doseur, des règles du bidon plein contre le bidon vide. Vraiment des choses faciles puisque nos agents ne sont pas des chimistes. On a développé aussi des vidéos qui sont simples d'utilisation via notre université. On a par exemple l'application Honnête Learn sur donc les agents sur leur téléphone portable, les modes opératoires visuels qu'ils peuvent regarder avec des vidéos ultra courtes sur toute la partie pré-imprégnation. On forme nos responsables de secteur à la méthode et ensuite, à leur tour, par compagnonnage, ils vont reformer les agents. Et par exemple, sur la région Ouest Atlantique, on a réussi à toucher plus de 1000 agents. Voilà. Et cette méthode, le gros plus dans la pré-imprégnation, c'est qu'en même temps, on forme les agents et ça améliore par le suivi de la méthode, ça améliore le geste et posture de l'agent. Donc, que du bénéfique. Pierre-Alain Magne, comment accompagner justement les entreprises de propreté par le biais de vos distributeurs sur ce domaine de la formation, de la pédagogie? Alors nous, on a une chance effectivement, c'est qu'on a des partenaires distributeurs partout en France et on s'appuie fortement sur eux. Parce que l'enjeu de la formation, c'est d'être au plus près des utilisateurs. Et on en parlait tout à l'heure. La formation, c'est aussi d'avoir passé un message de manière très pragmatique, de manière très pédagogique. Et donc, effectivement, en s'appuyant sur tout notre réseau partenaire partout en France, on est au plus près des besoins des entreprises de propreté. On les accompagne sur de la formation, on les accompagne sur le changement des méthodes. Le changement des méthodes, la sensibilisation aux nouvelles manières d'utiliser les produits, aux nouvelles méthodes de nettoyage. Et là-dessus, c'est du quotidien, c'est d'accompagner nos distributeurs pour qu'eux-mêmes puissent accompagner les entreprises de propreté au plus près sur le terrain. Et c'est vrai que quand on fait des formations sur site, c'est encore plus intéressant puisqu'on a des fois la réaction qui peut être « mais moi, c'est différent pour moi, ce site est différent, c'est pas la même chose que... » Et quand on est vraiment sur site, où en plus, effectivement, on peut lier ça à du matériel ou de la méthode, là, on a vraiment une triptyque qui est intéressante et on voit une vraie volonté. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais soulever, c'est-à-dire qu'il y a une attente des agents vraiment qui sont sur le terrain de faire mieux, il y a une volonté de faire mieux. Et donc souvent quand on va sur site, on est très bien accueilli, je le dis parce que c'est vrai, et puis on a des gens en face de nous qui ont vraiment une conscience positive, une envie positive de faire des choses différemment, de se dire ce que j'ai fait peut-être pendant 5 ans, 10 ans, peut-être que c'était bien à l'époque, peut-être que je peux faire mieux aujourd'hui, encore mieux demain. Et nous, on essaye modestement d'accompagner ces démarches-là en étant au plus près des utilisateurs. Quelle démarche, justement, en termes de formation, vous avez choisi? Alors, un peu, je vais répéter en fait un peu ce qui a été dit, mais là où ça devient intéressant, et on en revient toujours à cette association utilisateurs, donc fabricants, chimie et puis matériel. Pierre-Alain a la chance également d'avoir un réseau de distribution nationale qui permet justement de pouvoir former aux 4 coins de la France. Nous, notre méthode également, et là c'est mon cœur de métier en fait, c'est de mettre en place des formations à la carte, puisque ce qui a été dit justement, c'est que quand on vient sur site, moi j'ai une préférence pour venir sur site également, puisqu'on peut faire justement et mettre en place des solutions à la carte en fonction des problématiques des agents, qu'on ne met pas assez en avant. On les a mis en avant pendant la période Covid, mais ça a été vite oublié. On est quand même sur des métiers très techniques en fait. Alors, pas en entreprise de propreté, mais surtout en collectivité, on s'aperçoit que les agents ont un manquement justement sur ces formations. Certains agents ne savent pas quand on leur parle d'échelle du pH, ne connaissent pas du tout l'échelle du pH. Je trouve ça un peu dramatique, puisque c'est quand même une question de sécurité également sur site, et puis de bonne utilisation des produits fabriqués. Donc, mais ça fait partie de notre travail, comme au quotidien. Notre travail, c'est également de rappeler qu'il y a donc en France et dans d'autres pays également le séparatif eau pluviale, eau usée, et qu'il est strictement interdit d'aller vidanger une autolaveuse dans les eaux usées, en fait, les eaux pluviales, puisque ça part directement dans nos rivières et qu'il faut favoriser. Alors, la démarche maintenant, et ce qui est intéressant, Pierre-Alain en a évoqué justement une partie tout à l'heure, c'est que la réutilisation de l'eau. Parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, une eau dans une autolaveuse n'est pas forcément à rejeter, j'irais bêtement tout à l'égout. Oui. Elle peut être justement filtrée en interne et réutilisée donc, sur un certain nombre de fois sur l'autolaveuse. Donc ça, c'est des choses qu'il faut mettre en place. Nous, fabricants, on y travaille énormément, mais la formation, c'est essentiel.
sur site, en fait, c'est essentiel. Je lui donne un exemple qui ne concerne pas forcément le lien avec la chimie, mais moi, ça m'arrive régulièrement de poser la question à des agents s'ils ont le permis de conduire quand je les forme sur l'autoportée, par exemple, en autolaveuse. C'est tout bête, mais quand on rentre dans une voiture, quand on a le permis, on démarre, on part, et puis tout se passe bien, qu'en fait. Alors que quand on veut piloter et donc prendre en charge une autoportée, quelqu'un qui n'a pas le permis va appréhender différemment les choses. Donc il faut vraiment faire des formations à la carte, en fonction des problématiques des sites et du temps qui nous est imparti aussi sur les sites. Ouais. On a parlé beaucoup d'ergonomie, de prévention des TMS, l'aspirateur dorsal qui se développe, il faut savoir bien le régler. Oui, alors l'aspirateur dorsal, on a toujours tendance à voir donc des utilisateurs, utilisatrices à prendre l'aspirateur dorsal et à le sous-peser donc sans le mettre au dos. Non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est comme un sac à dos quand on part en randonnée, il faut répartir le poids entre les épaules et les hanches, donc c'est important de bien le régler. Ça fait partie d'une formation également, donc on en revient toujours au même, c'est de bien former les agents pour leur propre sécurité et leur bien-être. Ça, c'est important. On évoquait tout à l'heure les microparticules de poussière qu'on ne voit pas forcément. On évoquait la chimie avec les risques que ça peut engendrer. De moins en moins, forcément, puisque le travail a été fait en amont. Mais sur le surdosage, également, on parlait du chimiofilm et qui crée après le biofilm. Mais on parle un peu moins, justement, de l'utilisation. Nous, on met en place des programmes de formation donc liés à l'utilisation de nos machines, en autolaveuse, mais aussi en aspirateur. L'aspirateur dorsal est de plus en plus léger, mais qui dit de plus en plus léger, donc avec moins de contenance, forcément, tout est lié. Mais par contre, il y a de plus en plus de demandes sur le dorsal, sur le dorsal à batterie, donc en l'occurrence, puisque on a toute aisance à pouvoir travailler avec. Mais ça nécessite une formation, une présentation, et de bien le positionner, de bien le régler. Il y a multiples réglages sur les sangles d'un aspirateur dorsal qui permet justement de pouvoir le régler. Au même titre qu'une canne se règle en fonction de la morphologie de la personne qui va utiliser l'appareil. Donc c'est tout un travail, mais là on en vient à la formation. Et qui délivre les formations alors chez Numatic ? Qui les délivre, c'est moi. Oui, mais pas tout seul. Non, pas tout seul. Donc, alors on est en lien justement puisqu'on a notre réseau de distribution. On l'assume, c'est qu'on a choisi, nous, de travailler avec un réseau de distribution et pas du tout de faire du direct, puisqu'ils connaissent mieux que nous les régions et leurs propres clients. Ça nécite de former justement à travers nos équipes, donc de former les distributeurs et de former les utilisateurs. Donc, et ensuite, suite à ça, donc c'est une demande aussi du terrain, puisque on est pratiquement tous les jours sollicité pour des formations sur le matériel en lui-même. Ouais. Mais moi, ce que j'aime bien mettre en place, c'est la méthode globale, en fait, c'est d'associer la chimie avec le matériel. Puisque on peut avoir le meilleur matériel du monde, si on n'a pas la bonne chimie, on fera rien en fait. C'est là où on a une association à faire. D'ailleurs, il faut qu'on en parle parce que j'ai un projet, et puis j'aimerais bien que Kérin puisse être associé. Mais c'est un projet. Mais forcément, oui, il faut mettre le lien entre tous les acteurs. Ouais. Sur la partie formation, nous, on a un organe chez nous qui est très présent dans nos formations, c'est notre laboratoire de recherche et développement et d'éco-conception et les équipes de masseurs. En fait, elles sont très sollicitées par nos commerciaux pour aussi venir ou recevoir chez nous en Corrèze nos équipes de distribution parce qu'elles ont toute cette aussi partie technique. On parlait du pH, on parlait du cercle de Siner, on parlait d'un alcalin, d'un acide, d'une base, enfin tous ces sujets très techniques et en plus, encore plus avec les normes de désinfection quand on parle de désinfection. Et notre laboratoire aujourd'hui fait de la recherche, du développement, fait de l'éco-conception, mais est vraiment aussi partie prenante dans la formation et l'accompagnement de nos distributeurs, de nos partenaires grands comptes de la propreté. Et là-dessus, on a un vrai travail entre le commerce et la partie recherche et développement pour former les utilisateurs. Alors, autre exemple d'initiative d'entreprise de propreté, le groupe Anemos a eu un trophée pour son programme Agent Boosté, donc qui associe à la fois la prévention des TMS, la proximité managériale, parce que c'est vrai qu'un encadrement intermédiaire fort permet aussi de bien former les agents, et ça a conduit quand même à une amélioration durable du bien-être au travail. Alors peut-être en termes de conclusion, Pierre-Alain Magne, quelles sont les évolutions à venir côté innovation ? Alors, ce que je vois déjà, c'est qu'il y a une vraie vague, une vraie volonté. Je disais tout à l'heure, je pense que c'est une volonté qui
qui est authentique. On a tous envie collectivement d'évoluer et je pense que ça va se continuer. Encore une fois, quand j'échange avec notre laboratoire, je vois qu'on consulte beaucoup de nos fabricants, je vois qu'on va chercher beaucoup d'innovations pour continuer à encore améliorer nos produits, hein. Il y a encore des belles choses et je pense que les produits qu'on va utiliser dans 3, 4, 5 ans, je pense qu'ils n'existent même pas encore aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses qu'on se dit aujourd'hui, on ne peut pas le faire, mais ça évolue très vite, la science évolue très vite, et donc du coup, aujourd'hui on a un peu de mal à le faire, on pourra le faire dans 2, 3 ans, et peut-être même encore plus vite que ça. Donc moi je suis très positif, je pense que le travail vraiment de l'ensemble des parties prenantes va faire que on va pouvoir continuer encore à avoir des pratiques plus vertueuses, pouvoir encore nettoyer et rendre les lieux propres pour le bien-être, en fait, parce que c'est ça, en fait. Et tous collectivement, par nos produits, par les matériels, par les hommes et les femmes qui le font, hein, c'est les entreprises de propreté, on va encore être plus vertueux demain. Donc moi, je suis très positif et il me tarde d'être à demain, À demain. pour avoir les futurs produits et les futures innovations qui vont peut-être pouvoir, on n'a pas forcément parlé, mais rapidement des PFAS, c'est un vrai sujet chez nous, les PFAS. On voit que c'est un sujet aussi pour l'ensemble des concitoyens en France. On a aujourd'hui toute une politique sur les PFAS où on peut certifier qu'on n'a pas de PFAS dans nos emballages, pas de PFAS dans nos matières premières et que l'ensemble de nos produits sur la question des PFAS sont très vertueux. Pour Numatic, c'est quoi le gros projet de demain en termes d'évolution ? Le gros projet, c'est partir sur le reconditionnement des machines. Donc ça peut être c'est un projet. Alors c'est plus compliqué pour nous puisqu'on a encore une fois choisi, et on l'assume complètement, de distribuer à travers un réseau de distribution nationale. Donc c'est plus compliqué pour mettre en place la récupération de matériel usagé pour le reconditionner. Néanmoins, aujourd'hui, depuis 2017, la démarche a été faite par notre maison mère et à travers ses filiales. C'est le zéro déchet en déchetterie. Donc ça, c'est déjà mis en place, c'est d'actualité. C'est-à-dire que l'ensemble des matériaux utilisés justement pour la fabrication d'une autolaveuse peut être reconditionné et retraité en fait dans cet effet de reprendre, de reconstruire et de récupérer. Le reconditionnement des machines, accentuer la formation également. Donc ça, c'est mon travail à travers des modules. On en a 8 à l'heure actuelle, dont un qui parle justement de la RSE et des co-responsabilités. Donc ça, c'est un gros travail qu'il faut mettre en place avec la collaboration, encore une fois, puisqu'on travaille, et tant mieux, parce que ce n'était pas le cas il y a quelques années, mais avec la collaboration des utilisateurs et puis des fabricants, en fait, même surtout chimie. Donc c'est là où moi j'en suis ravi, parce qu'on a tous quelque chose à apporter. Et ensuite de faire un condensé de tout ça et de pouvoir apporter une réelle solution sur le terrain, sur les sites, aussi bien en matériel qu'en chimie, et puis qu'en posture, en formation. Donc là, pour demain, c'est la formation, mettre justement des formations et accentuer ce point de formation sur l'ensemble des acteurs. Ouais. Et pour Honnête, alors, les projets, il y en a une multitude, mais... Oui, mais alors déjà, je partage vos deux retours. Moi aussi, je suis positive et je me dis, en travaillant tous ensemble, on va vraiment accélérer l'effet positif. On va aussi beaucoup travailler sur la partie reconditionnement, réparation, allongement de la durée de vie. On va petit à petit, à mon avis, vers l'économie de la fonctionnalité. En fait, peut-être on va privilégier en fait, l'usage du matériel à la possession. Donc nous, c'est déjà un peu en place chez Prodim, dans notre centrale de distribution, qui loue du matériel, des autolaveuses par exemple, aux agences de propreté. Et donc du coup, on essaie de les entretenir et de les faire durer le plus longtemps possible. Donc ça peut être des formes d'utilisation des matériels qui se développent. Je pense aussi qu'on va mutualiser aussi nos achats pour mieux utiliser. On a des fois du matériel qui est sous-utilisé, donc optimiser l'utilisation du matériel. On va ici aussi, je pense, on travaillera tous ensemble pour progresser sur la partie mesure carbone, parce que ce sont des sujets nouveaux et on est absolument obligé de travailler ensemble pour
pour mieux approfondir et mieux maîtriser ces impacts et puis parler demain tous le même langage au niveau de la méthode carbone. Et puis, je pense que voilà, nous, on sera de plus en plus, on parlait réduction des déchets à la source, mais nous, c'est pareil, on va développer les prestations vers nos clients pour leur donner des bons conseils pour réduire Donc la gestion des déchets, voilà, Ouais. c'est très important. Très important. Il y a aussi le sujet de la mobilité, effectivement, les déplacements, on n'en a pas parlé lors de cette émission, mais c'est quelque chose de très important dans le cadre de la stratégie RSE. Je vous rappelle d'ailleurs qu'il y a une émission sur la mobilité qui est à revoir sur le site Service ou sur notre chaîne YouTube. C'est la fin de cette émission. Merci à nos intervenants et à nos partenaires. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons à l'automne prochain pour un service live sur le sujet de la digitalisation de la cybersécurité.